3 stratégies pour éviter de perdre des clients et naturellement propulser vos ventes. Disons que quelques années derrière cette présentation-là en termes d'expérience, comme vous pouvez voir, les cheveux gris, on dit souvent que tête folle ne grisonne pas, mais je m'assagis avec le temps. Écoutez, c'est quoi l'objectif de toute PME? C'est clair que c'est d'avoir des clients et des ventes rentables. Hein? Hey, c'est fort, hein? C'est bon. Hein? Mais je vois une vague, moi, dans le. Voyez-vous une vague là-dedans? Moi aussi, hein? Je ne rêve pas. Hein? Parfait. Mais il en demeure pas moins qu'il y a 3 facteurs qui vont vous empêcher d'obtenir des ventes rentables. Il y a des facteurs externes, il y a des facteurs organisationnels, puis il y a des facteurs individuels. Au niveau des facteurs externes, naturellement, c'est des choses que vous ne contrôlez pas, les lois, les règlements, la compétition, Internet. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. On sait qu'on ne peut pas empêcher la concurrence d'être meilleure que nous, mais on peut quand même avoir des stratégies pour justement contrer ou clencher, si vous voulez, la compétition aussi en tant que telle. Internet, aujourd'hui, 8 consommateurs, que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C, donc business to customer ou business to business, 8 consommateurs sur 10 maintenant font des recherches sur Internet. On sait qu'ils peuvent aller consulter jusqu'à 10 sites différents sur Internet aussi. Et naturellement, ce qui complique la vente aujourd'hui au niveau d'Internet, c'est que auparavant, c'est l'acheteur qui avait l'information. Maintenant, dans l'ensemble de l'organisation, ces gens-là ont aussi l'information. Donc, ils peuvent venir influencer. Donc, dans une même entreprise, des gens peuvent venir influencer aussi l'acheteur. Donc, ça vient de complexifier la vente et naturellement la job du représentant aussi en même temps. Ça va là-dessus. Deuxième chose, c'est le facteur organisationnel. 3 choses derrière une stratégie. Il y a des ressources humaines, financières et technologiques. Si vous n'avez pas ces 3 éléments-là, sortez pas votre stratégie. Alors, c'est sûr qu'il y a des ressources financières, humaines et technologiques. C'est de plus en plus important et c'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur votre modèle d'affaires et vos stratégies marketing en tant que telles. Troisième facteur, c'est les facteurs individuels. Dans le fond, on sait très bien que de plus en plus, la difficulté à recruter, former et retenir les bons employés, c'est l'enjeu au niveau ressources humaines. Il n'en demeure pas moins que ce qu'on veut regarder. Et là, je le regarde strictement et uniquement d'un angle vente. Vente et marketing, pas d'un angle production. Okay? Alors, on sait que recruter un bon représentant peut coûter entre 10 et 15 000 $. La question que je me pose, c'est pourquoi on investit seulement que 2 000 $ en formation pour justement l'emmener, ce représentant-là, à performer. OK? Alors, donc, recruter, former et retenir, les gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est une entreprise qui, effectivement, a une stratégie, a une vision des choses. Alors, les entreprises qui n'ont pas une vision à long terme de leurs ressources humaines, c'est sûr que vous allez avoir un gros turnover au niveau de votre personnel de vente. Et si vous ne travaillez pas avec les technologies d'aujourd'hui, la même chose. Donc, ces 3 facteurs-là. On continue. 2 façons d'atteindre ces objectifs. Vous allez voir que c'est très, très, très compliqué. Augmenter les ventes chez les clients actifs et naturellement faire de la prospection. Ça aussi, ce n'est pas compliqué. Hein? Mais c'est dans le comment qui devient compliqué de le faire. Et que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours, que vous le vouliez ou non, vous aurez toujours, ces stratégies-là vont toujours tourner autour de ces 4 axes de croissance-là. Dans le fond, on parle de pénétration de marché, on parle de développement de marché, on parle de diversification et naturellement, développement de nouveaux produits. Ça veut dire quoi, pénétration de marché? Ça veut dire de vendre mes produits ou vendre davantage de produits à mes clients actuels. 100% des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et qui ont fait l'exercice du SOW, S-O-W pour Share of Wallet, ont démontré qu'ils laissaient de 1 à 3 fois le chiffre d'affaires sur la table à compétition. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus en mode preneur de commande qu'en mode développement d'affaires. Donc, si vous avez un chiffre d'1 million, vous avez à peu près, mettons, ça dépend si vous êtes dans le B2B ou B2C, mais dites-vous une chose, que facilement un 500 000 que vous pouvez aller chercher davantage chez vos clients actifs. Deuxième stratégie, extension de marché, même produit dans une zone géographique, on parle de prospection.
Alors, si vous êtes en mode prospection parce que votre portefeuille client, vous pensez que vous êtes saturé en termes de vente chez vos clients actuels, vous allez faire de la prospection. C'est un mal nécessaire. Qu'on veuille ou non, aux 5 ans, votre portefeuille client se renouvelle. Regardez les clients que vous avez il y a 5 ans versus aujourd'hui. Je suis certain d'indices premiers, ce n'est pas les mêmes. Je suis convaincu de ça. Alors, donc, effectivement, au niveau de la prospection, encore là, si le représentant ne sait pas faire de la vente ou c'est plus un preneur de commande, bien, encore là, c'est sûr que vous allez avoir les résultats en conséquence aussi. Troisième, développement de produits. Et quatrième, diversification. Diversification, dans le fond, développement de produits, c'est des produits connexes. Diversification, c'est quelque chose que je ne conseille pas aux gens pour l'instant, puisque souvent, quand les gens m'appellent, ils me disent, Jacques, je sens que mon portefeuille client est saturé. Aussitôt qu'on fait la stratégie du saut, c'est-à-dire pénétration de marché, on voit déjà qu'il y a de la business qui dort là. Donc, il s'agit juste de restructurer notre portefeuille client en conséquence. On va voir tantôt comment. Et les 3 défis récurrents que vous allez toujours rencontrer. Que vous en alliez vers le numérique ou pas, que vous en allez avec des nouvelles technologies, ces 3 défis-là, vous allez toujours les rencontrer. C'est-à-dire, dans un premier temps, se différencier de la concurrence. Je vous raconte une petite histoire là-dessus. En 2004, j'étais devant un groupe d'entrepreneurs au groupement des chefs d'entreprise du Québec, puis on m'a demandé d'aller faire une conférence. Il y était une dizaine d'entreprises, mais avec 5 de leurs meilleurs employés, donc il était 50. Et j'ai fait des ateliers de travail. Première question que j'ai posée à tout le monde, c'est en quoi votre entreprise est différente? Et la majorité des gens m'ont répondu service, qualité, produit. On se comprend-tu que c'est le minimum pour rester en affaires? Service, qualité et produit. Alors, donc j'y vais. Alors, service, qualité, produit. Dans le fond, et je fais un lien avec Internet, OK? Aujourd'hui, on sait que, je vous l'ai dit tantôt, les gens cherchent sur Internet. Ce qu'ils cherchent, c'est de l'information. Ils ne veulent pas savoir, une fois que vous allez les rencontrer, ce que vous faites. Ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux. Donc, apprendre à vendre son unicité, ses éléments différenciateurs. Et ça, c'est une approche de vente conseil. Alors, les preneurs de commandes, je vous le dis, les preneurs de commandes sont appelés à disparaître au niveau des ventes. Ceux qui font de la vente conseil, qui accompagnent le client justement à développer et leur amener des solutions, qui sont en mode réellement solution, c'est eux. Et d'ailleurs, c'est eux qui sont en augmentation en termes de business aussi dans les entreprises. Bien, le bénéfice, c'est ça. C'est justement, c'est l'art de positionner votre produit, votre service et démontrer au client que vous avez la bonne solution. Et pour ça, ce n'est pas en prenant une commande que vous allez le démontrer. Il va falloir qu'il y ait un processus de vente conseil, exactement comme un médecin. Quand vous rencontrez un médecin, il prend le temps de vous questionner avant de dire « voici ce que je vais vous prescrire ». C'est la même chose au niveau du processus de vente conseil. OK? Malheureusement, encore une fois, on voit beaucoup de représentants travailler comme des MeToo. C'est-à-dire que, regarde, moi aussi, j'en fais de ça. Alors qu'au contraire, et au contraire, si on veut se différencier de la compétition, il y a 3 choses qu'on doit tenir compte. Vous, comme représentant, ou vous qui allez voir le client, est-ce que vous créez de la valeur dans votre processus de vente? Votre produit en tant que tel, est-ce qu'il est réellement unique? Et votre entreprise. Les 3 sont indissociables, sont complémentaires l'un de l'autre. Alors, souvent, les gens ont un excellent produit, mais comme le représentant est un preneur de commande, il ne connaît pas la vente conseil, il ne crée pas de la valeur dans son processus de vente. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est le prix qui joue. Le représentant arrive chez vous et dit hey, on est trop cher. Nos clients nous disent qu'on est trop cher. Alors qu'on ne sait pas du tout quels sont les éléments différenciateurs de notre produit en tant que tel. Et en plus de ça, le représentant ne crée pas de la valeur parce qu'il est plus en mode preneur de commande. Donc, un exemple de ce que les clients veulent, en fait, un exemple ou 3 exemples que les clients ne veulent pas savoir ce que vous faites, mais ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous pouvez faire pour eux. Ça en est 3 exemples. Un produit financier, mais dans le fond, les gens, ce qu'ils veulent avoir, ce n'est pas un produit financier, mais une retraite plus agréable. Une formation commerciale, naturellement, mais une progression plus des résultats. Ce n'est pas une personne qui veut faire un beau trou. Okay? Donc, c'est ça la différence entre un représentant qui est très technique, il va s'attarder beaucoup à la technique de la perceuse, alors qu'il devrait davantage vendre le bénéfice de cette perceuse-là. Troisième défi, générer des nouvelles opportunités. Bien, je reviens à ce que je disais tantôt. Si on veut générer des nouvelles opportunités, faut-il les lever, ces nouvelles opportunités-là? C'est ce que je disais, c'est au niveau de la vente conseil.
Dans le fond, il n'y aura jamais de vente si le client n'a pas de problème. Si vous n'êtes pas capable d'identifier un problème vis-à-vis du client, essayez pas de lui vendre quelque chose. Donc, problème, quelles sont les solutions, quels sont les bénéfices que je vais en retirer. Donc, la structure d'une approche client en vente conseil, c'est celle-ci. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. C'est que l'art du closing n'est pas dans le closing, mais tout ce qui précède le closing. Alors, quand j'entends quelqu'un dire qu'il est un excellent closer, ce que je veux voir par la suite, est-ce que tu es capable de vendre une deuxième fois à ton client? C'est là que tu vas voir réellement si tu as bien répondu à la demande de ton client. Donc, un processus créateur de valeur, c'est ce que je dis, c'est de passer de Me Too à Solution Provider. Dans le fond, je suis un fournisseur de solutions auprès de mes clients. Tu es vu comme un fournisseur de solutions. Okay? C'est la seule façon de te différencier, d'être vu comme un expert dans ton domaine. Et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. C'est un expert dans son domaine. Ce n'est pas un preneur de commande. Tous ceux qui sont en mode preneur de commande, de deux choses une. Ou bien vous n'avez pas formé votre représentant à devenir en vente conseil, ou bien effectivement, ce représentant-là ne sait pas vendre la valeur ajoutée de vos produits. Donc, quelqu'un qui travaille en vente conseil va effectivement travailler sur ces éléments-là. Il va être capable de faire ressortir des points que son client ne voyait pas. Alors, il y a une stratégie derrière ça et c'est toujours travailler sur la problématique du client. Donc, il y a des questions, il y a une façon de faire, d'approcher le client aussi pour être en contrôle de cette rencontre-là. Et le dernier, c'est de gagner les clients potentiels. Alors, si on veut gagner les clients potentiels, c'est quels sont les clients qui ont du potentiel. C'est ça qu'il faut aller voir. Et naturellement, c'est d'apprendre à structurer son portefeuille client de cette façon-là. Quand j'ai été directeur des ventes chez les bières Belle-Gueule, en 6 mois, avril, mai, juin, juillet, août, 60 % d'augmentation parce qu'on a structuré notre portefeuille client de cette façon-là. Qui sont mes clients convoités à développer au maximum à potentiel limité. Donc, les clients du bois, ça peut être des gens à l'interne qui couvrent ces clients-là, alors que tes chevals de course devraient être en haut pour aller chercher justement les clients potentiels, avec naturellement une approche de vente conseil. Juste un exemple de fuite commerciale, rapidement, OK? Alors, mes clients ABCD, là, convoités à développer au maximum à potentiel limité. Vous voyez des clients à la hausse, 1 million, gain de nouvelle clientèle, 2 millions, 278 000, 1,3 million d'augmentation. Fuite commerciale qu'on ne mesure pas, 1,8 million, 295 000, la différence, 828 000. Les gens ne mesurent pas ça. Donc, le client est dans le trou de 828 000 parce qu'on ne mesure pas justement nos fuites commerciales. 6 mois plus tard, 42 000. J'ai un client présentement, pour ne pas le dire, il m'accompagne présentement au bout, puis pour aller le voir, Hugo Beaulieu. Au début, quand on l'a accompagné il y a 3 ans, c'était la même chose. Aujourd'hui, tous les représentants sont dans le noir. Parce qu'effectivement, ils s'attardent aux bons clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. C'est juste de mettre les bonnes ressources aux bonnes places. Alors, ce qu'il faut retenir, définir sa zone d'excellence, maîtriser la vente conseil, catégoriser nos clients par potentiel de croissance et non par volume de vente. Très important. Les 3 choses pour se positionner comme expert, naturellement, votre entreprise, vous et votre produit. Alors, les 3 sont indissociables. Ça va là-dessus? Je crois que j'ai pas mal terminé. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours télécharger gratuitement ces e-books-là ou vous inscrire. Il y a une cohorte là, qui part le 7, 14 et 21 juin ici chez Dobson Lagacé sur justement les sujets qu'on a discutés tantôt. Ça va là-dessus? Merci beaucoup.